Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, histoire juive de la France, quatrième partie de la Seconde Guerre mondiale à l'époque contemporaine. Nous poursuivons et terminons aujourd'hui notre exploration très rapide de ce magnifique ouvrage Histoire juive de la France, paru il y a quelques semaines chez Albin Michel. Donc quatrième partie et dernière partie aujourd'hui, et nous en parlerons avec deux experts qui ont participé à la rédaction de ce livre. D'abord, Marc-Olivier Baruch. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique et de l'ENA. Vous avez mené une double carrière de haut fonctionnaire au ministère de la Culture et d'historien, comme directeur d'études à l'EHESS. Et vous y avez occupé la chaire d'histoire politique de l'administration. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et notamment l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont Servir l'État français, l'administration en France de 1940 à 1944, paru chez Fayard, Des lois indignes, point d'interrogation, paru chez Talandier en 2013, et un livre qui a été plusieurs fois réédité, Le régime de Vichy, qui est disponible dans la collection Texto. Et Sophie Nordman. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Bonjour. Sophie Nordman, vous êtes normalienne, agrégée de philosophie. Vos travaux portent sur la philosophie et la pensée juive contemporaine. J'ai extrait de votre bibliographie 2 livres, notamment Lévinas et la philosophie judéo-allemande, chez Vrin, je crois que c'était en 2017, et un peu plus tôt en 2011, Philosophie et judaïsme, presse universitaire de France. Alors, Marc-Olivier Baruch, juste une petite introduction. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de tout, donc on va aller à grandes enjambées, comme on l'a fait sur toute cette histoire juive de la France depuis les origines. 2000 ans, 3000 ans. Voilà, l'idée, c'est de... Absolument, l'idée, c'est de donner quelques éléments sur cet ouvrage très riche. Et nous en étions restés à cette période de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, donc période noire entre toutes pour les Juifs de France. Quelques mots sur cette période. Nous n'allons pas nous étendre parce que le livre est très riche et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais quelques mots quand même sur cette période, et notamment une question sur laquelle on reviendra après avoir entendu Sophie Nordman, mais cette question, y a-t-il une trahison de l'État français vis-à-vis des Juifs? Ben ça, clairement. Si on revient au livre, le chapitre consacré à ces 4 années se situe à la fin de la 3e partie qui s'appelle « Le principe républicain à l'épreuve ». Et c'est donc une sorte de crescendo-décrescendo, autant à partir de 1791, puis durant tout le 19e siècle, il y a cette montée en puissance, assimilation, intégration, participation même à la construction de l'État, à la construction de la société française, et puis, et j'allais dire comme si l'histoire se répétait, de la même manière que le capitaine Dreyfus, officier bien intégré, premier juif à suivre un stage à l'état-major, se pensait à l'aise dans la société française, dans l'armée française, dont il se sentait un membre à part entière, eh bien, tout d'un coup, et sous l'effet de la défaite, il ne faut pas minimiser ça, tout d'un coup, on dit aux Juifs, mais détrompez-vous. Vous n'êtes pas des Français, vous êtes des Juifs. Donc effectivement, période noire, vous l'avez dit, pour les Juifs de France, période noire tout court, pour toute une série de valeurs auxquelles on pensait dont on pensait que la société française les avait complètement faites siennes. Donc bien sûr, trahison, mais beaucoup plus que ça, bouleversement. Donc, et bon, ce sont à la fois
les effets de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Hein, c'est la première fois, et j'espère la dernière, dans l'histoire nationale, en tout cas c'est la première et seule fois dans l'histoire du XXe siècle français que l'extrême droite est associée au pouvoir, et notamment dans le premier Vichy, hein, celui du second semestre 1940. L'État français, le régime de Pétain, est créé le 10 juillet 1940. Dès le 17 juillet 1940, une semaine plus tard, on a des lois xénophobes qui excluent des services publics toutes les personnes naturalisées, toutes les personnes nées de pères non français, ou même éventuellement nées français, mais dont le père n'était pas français lorsque cette personne est née. Et ce sera en octobre 1940 le statut des Juifs, en même temps que ce régime fait le choix de la collaboration. Et la collaboration, ça voudra dire plus tard participer, être un élément actif de la politique nazie d'assassinat collectif des Juifs. Alors, Sophie Nordman, après ce statut des Juifs, c'est donc ce qu'on peut appeler la Shoah, dans ce qu'on a appelé récemment la Shoah, la persécution, l'assassinat en tout cas de 75 000 Juifs de France. Est-ce que Sophie Nordman, il a fallu penser juste après la guerre, il a fallu réfléchir à ça, il a fallu penser l'impensable. Comment est-ce que le monde intellectuel s'est organisé ou a réagi dans l'immédiate après-guerre, après cette catastrophe? Alors, disons que dans l'immédiate après-guerre, il y a eu une période de sidération, donc les choses ne se sont pas construites et élaborées tout de suite. Mais il y a déjà des choses qui se sont mises en place, y compris pendant la période de l'occupation, et qui vont permettre de comprendre que quelques années après la fin de la guerre et à partir du milieu des années 50, on est une énorme effervescence et un renouveau très profond de la pensée juive en France. Déjà, sous l'occupation, Marc-Olivier Baruch rappelait tout à l'heure que les Juifs en France étaient lancés sur une voie d'intégration, d'assimilation, et beaucoup de jeunes Juifs prenaient leur distance avec leur judaïsme et vont être rappelés très tragiquement à leurs conditions juives par les persécutions antisémites. Et déjà pendant la guerre, on va voir se constituer dans la clandestinité des cercles d'études dans lesquels de grands professeurs venus soit de France ou venus d'Europe de l'Est vont enseigner à ces jeunes juifs en voie d'assimilation, vont leur enseigner la tradition juive et vont en quelque sorte les réveiller à leur judaïsme. Et ça va poser les germes de ce qui va se développer de manière très très forte après la guerre dans un mouvement collectif de grande ampleur qu'on a coutume d'appeler l'école de pensée juive de Paris, qui va rassembler un certain nombre d'intellectuels autour d'un questionnement commun qui est de dire, après la guerre, quelle voie VOIE et VOIX pour le judaïsme en France et dans le monde moderne. Et ça va être l'objet d'une réflexion collective très, très, très intense qui va notamment prendre corps dans la création d'une instance qui sont les colloques des intellectuels juifs de langue française, où pendant plusieurs années, à partir de la fin des années 50, tous les intellectuels vont se rassembler pour essayer de réfléchir à quelle voie penser pour le judaïsme de demain. Alors, tous les intellectuels, est-ce que vous pouvez... Qui sont ces intellectuels qui ont réagi? Alors, il y a quelque chose de très particulier, de ce point de vue, il y a quelque chose de très particulier à la France, qui est qu'elle va être le lieu unique d'une rencontre entre des intellectuels français, ce qu'on a coutume d'appeler des Israélites français, et puis une vague d'immigration de Juifs d'Europe de l'Est qui vont arriver dans les années 20, dans les années 30, et à partir des années 50, une vague d'immigration de Juifs d'Afrique du Nord. Et donc, on va avoir, et ça c'est vraiment unique en Europe, on va avoir, la France va être comme une éprouvette où vont venir se rencontrer un judaïsme séfarade, un judaïsme ashkénaze et l'israélitisme français
traditionnelle et donc ces intellectuels sont issus de toute cette variété de manières d'être juifs, d'identité juive. Si on prend par exemple les grands leaders qui vont conduire ce mouvement, on peut en retenir 4. Il y a Emmanuel Lévinas, Léon Ashkenazi, dit Manitou, également Eliane Amado Lévy-Valency et André Neher. Et voilà, ça va être les 4 grands leaders. André Neher, lui, est un juif alsacien. Eliane Amado Lévy-Valency est issu d'une famille de juifs de Salonique. Emmanuel Lévinas vient de Lituanie et a émigré en France à la fin des années 20. Et Léon Ashkenazi, Manitou, est un juif d'origine algérienne, oranaise, qui est arrivé en France pendant la guerre. Et donc, on a voilà, cette combinaison de différentes manières d'être juif et de différentes traditions qui vont venir à la fois se confronter, mais aussi dialoguer pour produire une nouvelle manière d'être juif. Alors, quelle était leur idée, quel était leur but? Vous avez dit, Sophie, tout à l'heure qu'il y a eu une période, bien entendu, de sidération. Finalement, elle n'a pas été aussi longue que ça. Il y a eu une réaction quand même assez rapide et une vitalité assez immédiate de la vie juive et de la vie intellectuelle juive. Oui, et alors leur idée, pour reprendre une formule d'André Neher, est de refaire l'émancipation des Juifs. Le constat qu'ils font, c'est que si on situe le début de l'émancipation des Juifs et de leur intégration au moment de la Révolution française, voilà 2 siècles que les Juifs sont en voie d'intégration. Et comme le rappelait tout à l'heure Marc-Olivier Baruch, cette intégration-là, elle se solde par un échec total, par la destruction du judaïsme, l'assassinat massif des Juifs, la Shoah. Mais ce qu'il voit aussi, c'est qu'au cours de ces 2 siècles d'émancipation, le judaïsme a pour ainsi dire, le judaïsme européen, et en tout cas d'Europe occidentale, a pour ainsi dire perdu sa substance. Les Juifs, dit par exemple notamment André Neher, se sont déjudaïsés. Et c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Les Juifs ont perdu le lien avec leur judaïsme, avec leur identité, avec leurs sources traditionnelles. Et l'idée de ces intellectuels qui se rassemblent, c'est de refaire l'émancipation autrement et de la refaire en sorte que les Juifs retrouvent un lien profond avec leur judaïsme. Et ça passe par une relecture des sources juives, une relecture aussi des sources traditionnelles juives dans le but de répondre aux questions fondamentales que la société moderne n'est pas en mesure de résoudre. Et donc, ces intellectuels vont aller chercher dans les sources traditionnelles des réponses aux problèmes sociaux, aux problèmes politiques, aux problèmes également de l'identité juive, pour essayer de parler le langage moderne en allant puiser leurs sources dans le judaïsme traditionnel. Et si on veut résumer les choses de manière très schématique, on peut dire que l'ancien modèle d'intégration des Juifs, il obéissait à l'adage, vous savez, juif à la maison, citoyen français au dehors. Et il y avait comme cette dichotomie-là, et c'est de cela dont ces penseurs ne veulent plus. Il faut pouvoir être juif à la fois à la maison et au dehors, et l'idée, c'est d'arriver à faire entendre une voix juive qui puisse parler le langage du monde moderne et qui puisse s'adresser aussi bien aux juifs que aux non-juifs en parlant le langage des modernes en général. Sophie Dornemann, on revient à vous dans quelques instants. Marc-Olivier Baruch, je voulais poser 1 ou 2 questions à Sophie, si elle m'entend. Oui, je vous entends. Ces colloques des intellectuels juifs de langue française, il y en a des très, très intéressants, ils sont presque tous publiés. Quand est-ce que ça s'arrête et pourquoi? Ça, c'était ma première question. Alors, il est plus facile de dire quand est-ce qu'il commence que quand est-ce qu'il s'arrête. Le premier colloque a lieu en 1958 et les colloques vont se poursuivre. Il n'y a pas vraiment de date de fin puisqu'ils vont se poursuivre. Alors, il va y avoir un énorme tournant après la guerre des 6 jours, après 1967, puisque 3 des 4 grands leaders de cette école de pensée juive de Paris vont partir s'installer en Israël. André Neher s'en va, Eliane Amado Lévy-Valency s'en va,
Léon Ashkenazi s'en va, tous font leur alia, partent en Israël. Il reste Emmanuel Lévinas, mais déjà, après 1967, il y a un déclin de ces colloques. Ils vont quand même continuer à se poursuivre jusqu'au début des années 2000 et ensuite, ils vont avoir lieu des initiatives pour relancer ces colloques, y compris ces dernières années. Vous avez peut-être vu passer ça, il y a l'organisation de nouveaux colloques des intellectuels juifs de langue française. Donc, c'est un mouvement qui se poursuit encore aujourd'hui, mais qui, effectivement, après 1967, va quand même commencer à décliner, à un peu se déliter. Par rapport aux pères fondateurs, quoi, les Oui, pères et la mère, puisqu'il y a voilà. aussi et l'autre question, c'était Vladimir Jankélévitch, vous l'avez pas cité, il est un des intellectuels juifs les plus présents dans le débat. Il s'associe à ces colloques, à cette réflexion Oui, il nouvelle? s'associe dès le départ à ces... Alors, il s'associe, mais il reste un peu en marge quand même de ce mouvement, mais il est invité. Alors, Vladimir Jankélévitch est très proche d'Eliane Amado-Lévy-Valency, qui, elle, est vraiment au cœur de l'organisation des colloques. Et il habite dans le même quai des Fleurs, dans le même immeuble que celui qui est à l'initiative, qui est président de la section française du Congrès juif mondial à l'époque, qui est Edmond Flegg, et qui va être à l'initiative de ces colloques. Et donc, par ce double lien, Vladimir Jankélévitch est invité dès le premier colloque, dans lequel d'ailleurs il donne une communication qui est vraiment passionnante, qui s'appelle Le judaïsme, un problème intérieur, où il va faire part justement de sa propre perplexité, de la complexité de son propre rapport à son identité juive. Et donc, il est associé, oui, il participe à ce mouvement. Néanmoins, Il fait partie de ces jeunes intellectuels que vous citiez tout à l'heure, qui avaient peu conscience de son judaïsme. oui, tout à fait. Et pour lui, effectivement, pour Jankélévitch, très clairement, la guerre représente une rupture fondamentale. Et en même temps, Jankélévitch ne va jamais, il va beaucoup s'engager. Il va s'engager dans la résistance, puis après dans le combat contre l'antisémitisme, et puis sur la question où là vraiment ça va être une prise de position très forte sur l'imprescriptibilité des crimes nazis. Donc, il va beaucoup s'engager. Néanmoins, il ne va jamais mettre les sources juives au cœur de sa pensée philosophique. Chez lui, on n'assiste pas à ce qu'on peut trouver, par exemple, chez Emmanuel Lévinas, chez qui vraiment philosophie et judaïsme se rencontrent. Chez Jankélévitch, il y a cet engagement, mais il y a aussi une pensée philosophique propre qui se développe et qui n'est pas directement liée aux sources juives. Merci. Sophie Dornemann, une dernière question. Je sais que vous devez partir dans quelques instants. Ça peut paraître paradoxal à ceux qui nous écoutent, cette réaction de revenir aux sources juives de la pensée intellectuelle, alors que d'autres juifs ont réagi différemment. Je pense à mon grand-père qui disait, mais si Dieu avait été présent, il ne nous aurait pas laissé, il ne nous aurait pas abandonné de cette façon-là. Donc, pour d'autres juifs, ça n'a pas été un retour aux sources, mais un éloignement définitif du judaïsme. Et alors, chez ces penseurs, cette question justement du silence de Dieu, elle fait question. Hein, elle fait question. André Neher lui consacre un ouvrage entier qui s'appelle L'exil de la parole, du silence biblique au silence d'Auschwitz. Et là, on a un bon exemple justement de la manière dont le silence d'Auschwitz, le silence de Dieu à Auschwitz, va être interrogé à la lumière de la question du silence dans les sources bibliques. Donc, ça fait question. Et effectivement, en fait, l'idée, c'est aussi précisément dans ce moment qui est un moment de grand danger pour la pérennité du judaïsme, de ne pas abandonner les sources juives, bien que Dieu ait été absent à Auschwitz. Comment ça serait, quelque part, pour ces penseurs, s'éloigner définitivement du judaïsme, alors ça serait la victoire, ça serait parachever d'une certaine manière ce que la Shoah a entrepris. Donc pour eux, il est d'autant plus important et d'autant plus urgent de retrouver ce lien qui risque vraiment d'être perdu
pour les Juifs survivants de retrouver ce lien à leur héritage spirituel et à toutes ces sources. Sophie Nordman, merci, merci d'avoir participé à cette émission. Je sais que vous devez nous quitter. Merci Sophie. Je vais revenir à Marc-Olivier Baruch. Marc-Olivier, donc on vient de voir ce ressort, ce regain de la pensée juive et de la philosophie juive juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, moi, je voudrais savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé au niveau des institutions, de la vie politique, de la vie sociale. Comme ce phénomène de sidération a dû avoir lieu aussi, puisque, bon, on ne va pas revenir là-dessus, l'ouvrage Histoire juive de la France, le développe de façon importante, mais il y a eu collaboration, collusion, complicité entre une partie de l'administration française et l'occupant allemand dans sa politique juive. Qu'est-ce qui se passe juste après dans les institutions? Alors, c'est pas tant l'administration que le pouvoir politique. La collaboration, c'est un choix politique du gouvernement français de l'époque, enfin de celui qui administre en tout cas la France métropolitaine, donc le gouvernement de Pétain, avec successivement Laval, Darlan, puis à nouveau Laval. Je fais pas un cours sur l'histoire de Vichy. Et donc en fait, si on réfléchit, et il se trouve que on m'a demandé dans la fin des années 1990 d'être un témoin au procès de Maurice Papon, et un moment très important de reprise de conscience de ce qui s'est passé en France à cette époque-là. Les fonctionnaires, les très hauts fonctionnaires qui mettront en œuvre l'assassinat des Juifs, et le premier d'entre eux, c'est René Bousquet, le secrétaire général de la police, ne sont pas des gens de l'extrême droite. J'ai cité tout à l'heure l'influence de l'idéologie d'extrême droite de l'Action française, notamment dans l'édiction du statut des Juifs du 3 octobre 1940, premier statut, et du deuxième statut du 2 juin 1941, donc qui vont faire des Juifs des citoyens de seconde zone, et de la loi du 22 juillet 1941 qui va les spolier, la loi d'arianisation économique. Dans toute cette logique-là, on n'est pas dans un antisémitisme génocidaire, on est dans, si j'ose dire, le vieil antisémitisme français, celui que le commissaire général aux questions juives, le premier, Xavier Vallat, définissait de cette manière: les Juifs dans la société française, c'est comme l'huile dans l'eau. Vous pouvez remettre énormément d'eau, l'huile restera huile. Et donc les Juifs sont inassimilables. Et précisément, par rapport justement à cette réflexion sur est-ce que les Juifs sont des Français qui se trouvent être Juifs, ou est-ce que les Juifs sont des Juifs qui se trouvent être en France, là, vous voyez, l'huile et l'eau, on est dans ce type de métaphore. Non, du côté de la collaboration, nous avons besoin de reconstruire la France. L'état actuel des forces fait qu'on ne peut pas le faire si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec nos ennemis qui sont les Allemands. Un des grands projets de Bousquet, c'est d'organiser une force policière avant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de police nationale, très peu. Et donc la police nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date de 1941-42. Et donc les Allemands autorisent la loi, l'organisation, mais lorsque Bousquet demande des armes, disant une police, il faut que la police soit armée, les Allemands disent: attendez, nous sommes en guerre, nous sommes ennemis, prouvez-nous que nous pouvons compter sur vous. Et le prix à payer, ça va être, il y a une grande politique très importante. Je suis dans la pensée nazie, cette fois-là, je suis dans le dialogue, dans ce que disent les nazis. Il y a une politique très importante, c'est d'éradiquer le judaïsme, Vernichtung, ramener à rien, anéantir les Juifs, et donc aidez-nous à cela. Et la France aide sans aucun état d'âme, alors que ni René Bousquet, ni Maurice Papon, ni les préfets ne sont des antisémites forcenés, comme peut l'être Xavier Vallat, Darquier-Pellepoix, Alibert, peut-être Pétain, pas forcené, mais franchement antisémite. Donc il faut bien... Alors, ce qui va être jugé,
Passons après la guerre et après ces atroces rafles et leur bilan, cette fois-ci imprescriptible, cette tâche que rien n'effacera sur l'histoire nationale. Les procès qui seront faits après la Libération évoqueront assez peu ce sujet, et même un homme comme René Bousquet dira, écoutez, moi j'ai tenu à ce que les politiques françaises, tout ce qu'il y avait à faire, même quand c'était difficile, j'ai tenu à ce que ce soit fait par des Français. Et c'est tout juste si le tribunal ne le félicite pas, la haute cour. Il est relevé, il est condamné, mais relevé de cette condamnation. Donc il va... alors on dit, il y a eu un grand silence, on n'a pas voulu dire... Peut-être qu'on n'a pas voulu dire parce que la douleur était trop intense. Tout se savait. Et il faut féliciter ce qui s'appelait à l'époque le Centre de documentation juive contemporaine, créé sous l'occupation en 1943 par Isaac Schneerson, qui est devenu aujourd'hui l'ancêtre. Donc ce CDJC, c'est l'ancêtre du mémorial de la Shoah. Ce sont les mêmes lieux d'ailleurs. Qui d'emblée réunit de la documentation, et les premiers ouvrages, c'est dans les années, juste à la fin des années 40 et le début des années 50, le gros livre de Joseph Billig sur le commissariat général aux questions juives, l'histoire, et bon, là on est dans les années 50, et ensuite on ne peut pas ne pas citer le nom de Serge Klarsfeld, qui est celui par lequel, et encore aujourd'hui, énormément de choses sur ce massacre, énormément de choses sont connues, c'est grâce et par Serge Klarsfeld, qui a aussi, alors les relations sans doute entre Serge Klarsfeld et ses proches, les fils et filles, fils et fils de déportés juifs de France et le monde académique sont peut-être des relations complexes ou compliquées ou de jalousie, que sais-je, de sens peut-être, mais il n'en reste pas moins qu'il est le grand pionnier de l'étude de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Alors, Marc-Olivier Baruch, quelles sont les grandes étapes de la vie juive en France depuis cette époque, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant? Quels sont les grands marqueurs? Alors, sur la vie juive au sens où on a parlé Sophie Nordman, je serais bien en peine de vous répondre parce que précisément, je suis peut-être plus du côté, et je ne suis pas philosophe du tout, du côté Jean Kelevitch que du côté André Neher ou Eliane Amadou Lévy-Valency. En revanche, sur le fait que le sujet de la déportation, le sujet de l'assassinat massif et industriel des Juifs présents sur le territoire français s'invitent dans le débat politique. Là, les étapes, et puis aussi ce fait pas mince qu'est l'existence de l'État d'Israël et les guerres qui menacent l'État d'Israël, eh bien, ça revient à intervalles réguliers dans le débat politique. Et un bon marqueur, c'est précisément, ce sont les interventions de Vladimir Jankélévitch, par exemple. Ouais. Fin 1964, et discuter cette question de l'imprescriptibilité qui est, et avec, donc c'est discuté à l'Assemblée nationale, et un député a cette évocation un peu étrange, en disant, mes chers collègues, imaginons, bon, Adolf Hitler est mort, nous le savons tous, mais imaginons peut-être qu'il ait échappé, on ne sait pas trop, il soit caché quelque part, eh bien, donc on est là en décembre 1964, eh bien, imaginons que le 9 mai, si cette imprescriptibilité n'est pas votée, imaginons que donc les crimes de guerre s'effacent au bout de 20 ans. Le 9 mai 1965, donc dans 6 mois pour eux, Adolf Hitler réapparaît, ce serait un homme libre. Donc, bien sûr. Oui, donc, sur cet aspect, vous avez dit qu'effectivement, il y a un élément nouveau qui apparaît dans la vie des Juifs de France juste après la guerre, c'est la création de l'État d'Israël. Et on a l'impression, ça c'est bien montré dans le livre, donc dans ce livre l'histoire juive de la France, on a cette impression qu'après la guerre, d'une certaine façon, la vie des Juifs de France et les relations entre Juifs, la politique française, Juifs et Français, et Juifs population de France, est scandée
par les différentes péripéties, la guerre de 56, la guerre de 67, etc. Des guerres, ce qu'on appelait à l'époque la guerre israélo-arabe. Donc il y a un élément nouveau. On a l'impression que la vie juive en France n'est plus complètement autonome, l'a-t-elle jamais été, je n'en sais rien, mais qu'elle est liée maintenant à la vie nouvelle de cet État d'Israël. C'est ce que je disais, on ne peut pas faire comme si Israël n'existait pas. Et précisément, moi je me souviens, j'étais petit, j'avais 10 ans, au moment de la guerre des 6 jours, effectivement, cela peut être de la même manière, enfin bon, il faut éviter les comparaisons, mais comme ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a fait renaître un sentiment d'appartenance forcé d'ailleurs. On ne vous demandait pas votre avis, on disait vous êtes juif, et peut-être vous allez mourir parce que vous êtes juif. Mais là, de la même manière, et sans, y compris pour des familles comme la mienne, qui sont très éloignées du judaïsme religieux et très éloignées plus encore de l'idée d'Alia, l'idée que cet État était menacé, que ces juifs présents là-bas, que l'État pouvait disparaître, à peine plus de 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été tout d'un coup quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement bouleversant. Je ne dis pas qu'à 10 ans, j'avais une conscience politique et historique hors pair, mais je me souviens de cela quand même plus de 50 ans après. Suit aussi un moment pénible de l'histoire française, l'histoire politique française en lien avec les Juifs, cette fameuse conférence de presse du général de Gaulle du 27 novembre 1967. De Gaulle revient sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient durant l'année, et à cette phrase sur les Juifs, un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, dans lequel... Ce qui n'est pas forcément une phrase antisémite, d'ailleurs. On ne peut pas ne pas ressentir, malgré tout, la résurgence de clichés. Enfin, Raymond Aron a écrit un texte assez virulent. Raymond Aron, on l'oublie souvent, c'est un grand pamphlétaire aussi. Bon, c'est lié sans doute à la formation propre du général de Gaulle. De Gaulle avait énormément d'admiration pour un homme comme David Ben Gourion, mais il reçoit une lettre très très peinée. Et, bon, comme tous ces grands politiques, ces grands politiques sont d'un orgueil démesuré, sinon ils feraient un autre métier. Et donc de Gaulle ne supporte pas la manière dont il est rappelé à l'ordre. Vous savez, des phrases très méchantes sur Raymond Aron, cet homme qui est journaliste au Collège de France et professeur au Figaro. Enfin bon, donc tout ça, c'est... et on a cette réplique peut-être plus forte que tout, peut-être plus forte que la réponse de Raymond Aron, qui s'appelle De Gaulle, Israël et les Juifs. C'est ce dessin de Tim dans l'Express. Qui est reproduit dans le livre, d'ailleurs. Oui, où on voit le déporté, comme ça, avec la main comme Napoléon, fier de lui. Dans les barbelés. Voilà, dans les barbelés, le sabot posé sur les barbelés. Donc, cette espèce de... Tim, d'ailleurs, peut-être par hasard, est celui qui fera la statue du capitaine Dreyfus, qui est aujourd'hui... qui est lui-même d'origine juive. Tim, bien sûr, oui, Louis Mittelberg. Mais cette statue, alors là, on est beaucoup plus tard, on est au début des années 1980, ce sera un chemin de croix, si j'ose dire, de trouver un endroit dans Paris où l'installer, parce que la ville n'en veut pas, les militaires n'en veulent pas, parce que, voilà, c'est pas vraiment le plus glorieux. Le capitaine Dreyfus n'est toujours pas au Panthéon, je ne sais pas s'il y sera un jour, et s'il doit y être, il faut que ce soit avec sa femme, qu'il a soutenu tout le temps, Lucie Dreyfus. Alors, Marc-Olivier Baruch, il y a quelque chose qu'on voit bien aussi, c'est dans ces différentes périodes et ces étapes de la vie juive par rapport à Israël, c'est que finalement, il y a la gauche française. Il y a toute une partie de la gauche française qui a toujours été assez hostile à Israël, voire une partie de la gauche antisémite. C'est pas nouveau.
c'est pas nouveau qu'il y ait eu cette gauche. Bon, il y avait l'extrême droite qui était antisémite, bien entendu, mais aussi les réactions au moment de la guerre des 6 jours, les réactions politiques à gauche sont quand même. C'est très longtemps très marginal, comme l'extrême droite d'ailleurs, avant 1984, sauf à l'exception de la vague poujadiste de janvier 1956, les élections où on voit apparaître ces trentaines de députés d'extrême droite poujadiste, dont le jeune Jean-Marie Le Pen, 1956. Il faut attendre 1984, puis les élections législatives de 1986, pour que le Front National, donc ce parti d'extrême droite, soit présent dans le débat politique, et j'ai peur que ce ne soit pas, j'ai peur qu'il soit présent pour fort longtemps. Mais il ne faut pas oublier que l'État d'Israël est créé avec l'appui de l'Union soviétique. Donc le Parti communiste n'est pas hostile, donc c'est pas comme si un parti important, le Parti communiste est très important jusque pendant toutes les années 50 et une bonne moitié au moins des années 60, ce n'est pas comme si ce parti était hostile à Israël parce que l'Union soviétique aurait été hostile à Israël. Donc les manifestations, alors sans doute toujours ce vieil anti-judaïsme, antisémitisme lié d'articulation, les juifs ont de l'argent, les juifs ont le pouvoir, les juifs tiennent les journaux, mais la phrase prêtée à Lénine, l'antisémitisme est le socialisme des imbéciles, on l'a vu dans des affaires très, très récentes et très immondes, la manière dont des jeunes, soit Ilan Halimi, soit personnes âgées comme Mireille Knoll sont assassinés ou torturés parce qu'ils sont juifs. Donc cet imbécile, cet antisémitisme crétin et meurtrier, évidemment, il est de partout. Je ne l'associe pas spécialement à la gauche ou à la droite. Ce qui va se passer, et c'est le cas aussi bien en 1936, quand Léon Blum est président du Conseil, donc Blum socialiste, ou en 1954, lorsque Pierre Mendès France est président du Conseil. Pierre Mendès France est au Parti radical, mais donc deux très fortes personnalités, de très grands hommes d'État. C'est d'ailleurs assez exceptionnel quand on pense aux grands hommes d'État du XXe siècle. Eh bien, bon, Charles de Gaulle, bien sûr, et très vite viennent les noms de Blum et de Mendès France. Peut-être avant ceux même de François Mitterrand et Jacques Chirac. C'est très impressionnant que parmi les plus grands hommes d'État de ce pays au XXe siècle, deux d'entre eux soient des juifs. Et donc à ce moment-là, l'opposition à Mendès France, comme ce fut l'opposition à Blum, peut se cristalliser sur le judaïsme. C'est à mon sens plus vrai pour l'époque Blum, c'est-à-dire il va y avoir un antisémitisme de gauche qui est un anti-bloomisme, qui sera présent à partir de la fin de l'expérience de Front populaire de 38-39 et énormément pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'opposition à Pierre Mendès France, elle prend d'autres voies parce qu'on est là dans la politique de décolonisation, et donc ce sera, et à mon sens quand même plutôt à droite, mais au sein même du Parti radical, des gens s'opposeront à Mendès France avec des arguments qui parfois frisent l'antisémitisme. Alors, d'un autre côté, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette tradition antisémite à droite, à gauche, ces relations compliquées avec tripartite entre les Juifs de France, l'État d'Israël et la politique française. Mais on voit aussi, par ailleurs, alors la gauche et l'extrême gauche, notamment au moment de mai 68, porté par beaucoup de juifs, enfin, et très très majoritairement, Cohn-Bendit, Gessmar, Krivine, et puis des gens moins connus. Il y a une majorité presque de juifs parmi ces activistes-là. Donc, peut-être pas, il y a une tradition aussi révolutionnaire. Citons Pierre Goldman aussi. Pardon ? Pierre Goldman. Pierre Goldman, absolument, et des tas d'autres qui sont cités dans ce livre. Il y a aussi cette tradition révolutionnaire juive qui est très active dans la France des années 60 et 70. Alors moi, je suis historien, donc je crois à l'histoire. Si on lit les souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, de Goldman, on voit à quel point l'image, j'ose presque dire la nostalgie, mais du combat
qu'ont mené les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est présente. En arrière-fond, un tout petit peu la guerre d'Espagne. Et puis, en 68, on est à peine sorti de la guerre d'Algérie et donc du combat anticolonial. Donc on a là, je sais pas, plus qu'une sorte d'atavisme en disant les Juifs sont porteurs d'une certaine manière de l'idéal révolutionnaire parce qu'ils sont porteurs de l'idéal de justice ou de liberté. Je dirais c'est cette implication, cette réflexion qui évidemment ne prend pas du tout le même chemin que celui qu'on évoquait tout à l'heure du côté du retour au texte sacré, encore que, mais de dire qu'est-ce que c'est, comment faire évoluer cette société, qui a conduit à cela, et peut-être qu'effectivement, mai 68, avec toute la complexité de la figure du général de Gaulle. Général de Gaulle, donc l'homme de 40-44, mais aussi l'homme qui revient en 58 dans des conditions pas très républicaines, entre guillemets, même si évidemment, après coup, de Gaulle ne s'est pas révélé un dictateur. Donc il y a là, et je crois qu'évoquer de Gaulle, c'est important aussi parce que on va entrer ensuite dans la décennie de Gaulle meurt en novembre 1970, et précisément la décennie 70, comme s'il avait fallu que de Gaulle fût mort pour que des choses puissent se dire, se vivre. Et là, on est dans le revival, si on veut, en fait, c'est-à-dire à la fois l'effet guerre des 6 jours 67, l'effet mai 68, l'effet mort du général de Gaulle et arrivée au pouvoir de Georges Pompidou, qui est un homme qui a des relations compliquées avec la résistance. Hein. Il n'a pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, un résistant actif. C'est l'homme qui graciera complètement Paul Touvier. Et là, un autre élément, mais sans doute tout cela converge-t-il pas par hasard, qui est la publication par un jeune universitaire des États-Unis, Robert Paxton, d'une nouvelle histoire de la France de Vichy, au moment même où, donc là on est tout début des années 1970, au même moment où René Raymond, qui est un peu le pape de l'histoire contemporaine en France, organise un colloque à Sciences Po sur Vichy, sur les 2 premières années de Vichy. Il n'y a pas un mot, ni sur le statut des Juifs, ni sur les rafles, ce qui est quand même hallucinant. Et donc, on va avoir cette historiographie. Le livre, je pense notamment l'ouvrage dont nous parlons, à la contribution de Maxime Decoux sur la littérature, ça va être aussi toute une série d'ouvrages, André Schwarzbart, Le Dernier des Justes, un peu plus tard, Robin Gary, la danse de Gengis Khan, et un peu plus tard les premiers romans de Patrick Modiano, et Patrick Modiano est co-scénariste avec Louis Malle du film La Combe Lucien, donc sur ses choix. Donc vous voyez, il y a là une sorte de ferment intellectuel, et dans lequel c'est aussi le premier film de fiction sur la rafle du Veldiv, Les Guichets du Louvre, de Michel Mitrani en 1974. Et tout ça, je ne voudrais pas faire un long tunnel, mais il y a cette espèce de couperet qui est l'interview terrible de Darquier de Pellepoix à l'Express, Louis Darquier de Pellepoix, donc le 2e commissaire général aux questions juives, qui est, si j'ose dire encore, il y a des degrés dans l'antisémitisme. Xavier Vallat est extrêmement antisémite et Darquier de Pellepoix l'est encore plus, qui va dire, donc il s'est réfugié en Espagne après la guerre, va dire 2 choses. On a retenu le titre de l'interview à Auschwitz. À Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Oui, Sous-entendu, les Juifs. La phrase. C'est le négationnisme. C'est le début du négationnisme. Du négationnisme, voilà, c'est ça. Et sauf ce qu'il dit, et dans le corps de l'interview, il dit: vous m'interrogez sur les rafles. Moi, les rafles, j'y suis pour rien. C'est Bousquet. Ouais. Et c'est là qu'apparaît le nom de Bousquet. Et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais cette articulation, vous voyez, négationnisme, présence, réflexion sur, non pas les antisémites de métier, ceux qui ont envie de tuer des juifs ou de leur casser la gueule ou leur cracher la figure dès qu'ils en voient un, mais les gens bien polis, hauts fonctionnaires, tout à fait neutres, qui vont, eux, participer complètement à l'assassinat. Et quand même, on le verra
On le verra 15 ans après ou 20 ans après, la proximité entre François Mitterrand et René Bousquet, l'attitude extrêmement ambiguë, pour ne pas dire plus, de François Mitterrand par rapport à la Shoah, lorsque, lors du 50e anniversaire de la rafle de juillet 42, il refuse de prendre la parole, et donc le discours de Jacques Chirac 3 ans plus tard, mieux vaut tard que jamais. En principe, il eût fallu que la voix de la France, le président de la République, c'est le chef de l'État, donc c'est bien la France, et donc Mitterrand s'en tire par une pirouette pas très subtile d'ailleurs, on ne demandait pas de compte à la République de ce qu'elle a fait, personne ne parlait de la République, ça n'a pas de statut juridique, ce qui a un statut juridique, c'est l'État, et le président de la République, c'est le chef de l'État, c'est le chef du pouvoir exécutif, il le sait très bien, François Mitterrand ment absolument à Jean-Pierre Elkabbach, en disant « je n'étais pas au courant du statut des Juifs qui de toute façon ne concernait que les Juifs étrangers ». D'abord, quand bien même, et en plus évidemment c'est faux, François Mitterrand sait que c'est faux, Jean-Pierre Elkabbach sait que François Mitterrand lui ment, Dit que c'est faux, et ne dit rien. J'en avais parlé à Jean-Pierre Elkabbach, il dit « vous savez, c'est pas si facile que ça de contredire Mitterrand ». Alors, Marc-Olivier Baruch, je vais vous sortir un petit peu de votre zone d'expertise. Je vais vous poser une question personnelle, mais donc, comment vous expliquez l'étonnante vitalité de la vie culturelle juive en France dans ces années 60 et 70? On a parlé du cinéma, on a parlé de tout ça, mais si on prend simplement le domaine de la chanson, vous avez tout, enfin, Mireille, Francis Lemarque, Georges Ulmer, Ferrat, dont le père était juif, Rezvani, Barbara, Régine, Gainsbourg, Béard, Sacha Distel, Georges Moustaki, Enrico Macias, Joe Dassin, et puis ensuite Michel Polnareff, Jean-Jacques Goldman, Michel Jonas. Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce d'explosion dans les années 60 et 70 de cette irruption dans la vie culturelle. Je profite de ça parce que je sais que vous avez travaillé pas mal d'années au ministère de la Culture. Oui, j'aime beaucoup la chanson. Mais en même temps, moi, je peux vous répondre Brassens, Brel, Ferré, Françoise Hardy, il y en a quelques-uns, Catherine Sauvage. Le pourcentage par rapport au pourcentage de la population française, c'est quand même assez frappant. Bon, mais c'est aussi... Là encore, ce qui est intéressant, c'est cette adaptabilité, d'une certaine manière, qu'un homme, donc il y a l'article que vous citez de mon collègue et ami Philippe Gimplovitz, qui est musicologue, et qui lui dit on ne va pas comme ça se demander s'il y a quelque chose d'intrinsèque, mais se dire c'est cette capacité d'adaptation, ce paradoxe, en fait, qu'un des chanteurs qui a le mieux chanté Paris, c'est Francis Lemarque. Il est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est vraiment un chanteur populaire très important des années 50 et 60, un parolier aussi. Il écrit beaucoup de chansons pour son ami Yves Montand. Il chante Paris comme très peu de... je sais pas, il chante Paris alors qu'il est né Nathan Korb, il s'en est fallu de peu qu'il soit raflé, il est caché dans un petit village du Cantal à Calvinet pendant la guerre. C'est d'une certaine manière, indépendamment du nombre, c'est d'une certaine manière la réponse à Vichy, la réponse à l'huile et l'eau de tout à l'heure. Tout le monde, et moi je crois beaucoup, peut-être mon côté un peu républicain, laïque au demeurant, mais je crois beaucoup à l'importance de l'école. Et si on regarde, a été inaugurée il y a quelques mois une plaque au Conservatoire de musique de Paris, au CNSMDP, à la mémoire des élèves juives qui ont été, des anciennes élèves qui ont été déportés et assassinés. Et il y avait une petite exposition sur les juifs exclus du conservatoire parce que juifs. Et on voit à quel point, donc le conservatoire de musique, c'est l'école d'excellence de musique, on voit à quel point partout, on n'est pas du tout dans cette bourgeoisie israélite seulement du 16e arrondissement, mais dans le 11e, par des petits conservateurs locaux, il y a cette capacité, ce que disait tout à l'heure Sophie Norman sur ces strates différentes, cette capacité
peut-être un peu perdu, et il faut réfléchir à ça aujourd'hui, puisque votre émission s'intéresse au présent pour parler du futur. Justement, j'allais vous demander de conclure ces quatre journées considérées sur les 2 millénaires de juifs de la vie juive en France. On arrive à la fin, c'est la dernière émission. Il nous reste quelques minutes, quelques secondes, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'époque actuelle, effectivement? Est-ce que quelque chose est perdu? Est-ce que c'est différent? On a l'impression quand même que il faut se méfier de la nostalgie et de l'âge d'or. Non, mais on a l'impression qu'il y a 50 ans, on avait 50 ans de moins, donc c'est clair. Elle est plus repliée sur elle-même. Sans doute. C'est une époque très frileuse. Je pense que c'est une époque où la politique est extrêmement faible. Je pense que dans 2 siècles, ou même dans 50 ans, on dira les hommes politiques de cette époque étaient d'une médiocrité absolument consternante. Peut-être aussi que la société n'a plus la générosité ou la foi en l'avenir, mais ça, en théorie, c'est à la société, c'est à la politique de réenchanter tout cela. Le moins qu'on puisse dire en ce moment, vous avez parlé de chansons, mais on chante pas beaucoup. On a plutôt tendance à pleurer. Ouais. Très bien. Merci en tout cas, Marc-Olivier Baruch. Merci d'être venu conclure cette Merci séance. À vous et lisez ce beau livre. Ouais, je dis pas ça. C'est vraiment, on a eu le temps. Il faut remercier Sylviane Goldberg qui l'a fait et les éditeurs. Et Sylviane Goldberg, Jean Moutapa et Julien Darmon. Et au début de cette émission, et que nous remercions. Et Jean Moutapa, qui a été à l'origine de cette édition aussi chez Albin Michel. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.